Nous allons parler à l'instant de l'importance de Mycoplasma bovis dans les bronchopneumonies infectieuses en zootique des jeunes bovins. Mycoplasma bovis est une bactérie, la plus petite bactérie capable d'autoréplication, c'est-à-dire de façon autonome, in vitro, sur des milieux acellulaires. Une de ses qualités principales à connaître, si l'on peut dire, est qu'elle est sans paroi, c'est-à-dire que l'absence de paroi va lui permettre de résister naturellement à la totalité de la famille des bêta-lactamines. Elle est capable de pénétrer dans les cellules et d'y persister, ce qui va favoriser sa dissémination dans l'ensemble de l'organisme, puisque les cellules dans lesquelles elle pénètre sont des cellules leucocytaires. Elle est également capable de synthétiser des biofilms, ce qui, à l'extérieur, dans l'environnement, va permettre une persistance de la bactérie. Son importance est générée par sa fréquence d'isolement, son amplitude, sa vitesse de diffusion et la chronicité des infections qu'elle génère, la résistance aux antibiotiques et l'absence de vaccins qui obligent à mettre en place des mesures sanitaires de prévention qui sont les seules utilisables à l'heure actuelle. C'est pour cela qu'il faut y penser. Sa fréquence d'isolement. En France, le réseau Vigimic a permis de montrer que Mycoplasma bovis était isolé dans 16% des pathologies respiratoires pour lesquelles on avait demandé sa recherche. Elle est également isolée dans 90% des élevages de veaux en lot. Elle est enfin isolée chez 70% des élevages de taurillons, dans 70% des épisodes respiratoires qui les atteignent. Si cela ne suffisait pas, c'est la première des bactéries isolées dans les prélèvements et elle est assez souvent associée au virus du BVD. Sa précocité et l'amplitude de la diffusion de l'infection. Mycoplasma bovis est isolé dans les épisodes respiratoires moins de 15 jours après l'introduction des animaux dans les lots. Elle est de diffusion épidémique, voire explosive dans certains cas. On peut l'isoler jusqu'à un minimum de 24 ou 48 heures après l'introduction des animaux, à l'égal d'un virus initiateur. Et également jusqu'à 3 semaines dans des épisodes respiratoires collectifs qui récidivent. Dans ces cas-là, 50 à 100% des animaux sont infectés, ce qui montre son extrême diffusion. Malgré tout, seulement 5 à 10% d'entre eux semblent malades pour l'éleveur. À l'examen respiratoire, malgré tout, les signes ne sont pas spécifiques. On observe de l'hyperthermie que pour 30% des veaux en lot. Ce qui est systématiquement présent, ce sera le jetage, séreux ou muqueux en phase de début, l'accélération respiratoire, la tachypnée, jusqu'à 40 mouvements par minute et au-delà, mais par exemple, les bruits surajoutés ou la toux ne seront pas systématiquement déterminants pour mettre en évidence cette bactérie. Cette maladie est chronique ou persistante. Certains signes plus spécifiques et évocateurs, comme l'arthrite que l'on va détecter chez des animaux un peu plus âgés, un peu plus lourds ou logés sur caillebotis, ou les otites, qui sont le fait des animaux les plus jeunes, ne sont présents qu'après l'épisode respiratoire, un peu comme si la chronologie pathogénique les retardait. Malgré tout, plusieurs semaines après l'épisode collectif, on va encore être capable d'identifier entre 35 et 50% des animaux qui seront infectés et porteurs de la bactérie. Ceci atteste bien de sa chronicité. Dans les lésions, certaines lésions sont plus spécifiques, avec notamment des lésions caséeuses, comme sur la diapositive, qui sont des lésions
évocatrices à fortement évocatrices de cette bactérie. Elles attestent encore ces lésions, ainsi que les lésions absédatives que l'on peut trouver aussi, de la chronicité de l'infection. D'ailleurs, dans les études qui ont été réalisées sur des prélèvements lors d'autopsie, on retrouve Mycoplasma bovis dans 50% des analyses et des agents qui ont pu être identifiés comme responsables de la pathologie respiratoire. Le diagnostic demande en premier lieu d'y penser. Il faut effectivement faire la demande au laboratoire qui ne le fera pas forcément en systématique. Le prélèvement doit se faire pendant la maladie. Un lavage broncho-alvéolaire, une aspiration transtrachéale, un écouvillon nasal profond représentent le même type de prélèvement. Ils ont tous la même capacité de permettre le diagnostic à condition que ce prélèvement ait été réalisé sur un animal malade avant tout traitement antibiotique. Les poumons sur les cadavres peuvent également faire l'objet d'un diagnostic à condition d'envoyer au laboratoire un prélèvement qui sera à la lisière entre la zone infectée et la zone saine. Le diagnostic de laboratoire s'appuie sur une culture. La culture doit provenir d'un échantillon au pic d'infection. 2 à 5 jours sont nécessaires pour que cette culture soit positive et l'identification demandera l'envoi de la culture positive à l'ANSES pour le réseau Vigimic. Des PCR existent dans différents laboratoires, il faut s'assurer auprès des laboratoires du prélèvement nécessaire, mais elles ont toutes à peu près la même sensibilité et une sensibilité confortable pourvu que le prélèvement soit un prélèvement d'un animal malade et que la technique d'extraction de l'ADN soit confortable. On peut faire des lots de prélèvements, des mélanges de prélèvements, pas plus de 3, et ils sont plus intéressants pour des écouvillons nasales profonds. On ne peut pas réaliser d'antibiogramme, ce sont des déterminations de CMI pour ces bactéries à croissance lente, aussi ce n'est pas fait en routine et les laboratoires ne pourront pas vous donner ce résultat. Enfin, des tests sérologiques existent, mais il faut obligatoirement une analyse de séroconversion avec un premier prélèvement avant et un deuxième prélèvement au moins 3 semaines après l'épisode respiratoire pour établir la séroconversion. Le traitement va être difficile. Tout d'abord, l'antibiotique utilisé devra avoir une diffusion tissulaire, même mieux, une diffusion intracellulaire. Cette diffusion intracellulaire permettra d'atteindre la bactérie à l'intérieur des macrophages et des leucocytes. Comme les bactéries peuvent générer des lésions chroniques, il faudrait également qu'ils soient efficaces dans le pus ou dans la nécrose, ou alors que le traitement soit réalisé très précocement, très rapidement après le début de l'infection et maintenu pendant une certaine période. Malgré tout, il existe de nombreuses résistances. Nous l'avons dit, peu d'antibiogrammes, pas d'antibiogrammes pour ces bactéries à croissance lente. Il faudra faire une mesure de détermination de la croissance minimale inhibitrice sur des milieux solides. Ceci ne peut pas être fait en routine par les laboratoires. Nous venons de le dire, il y a de nombreuses résistances in vitro. Ce sont des résistances microbiologiques déterminées par une analyse sur milieu de culture. C'est le réseau Vigimic et l'ANSES qui ont établi ces résistances et qui sont chargés de la surveillance sur les souches collectées, de la diffusion de ces résistances et du développement de ces résistances, ainsi que de la moyenne des résultats de concentration minimale inhibitrice. Un article récent de Madame Gauthier-Bouchardon est d'ailleurs paru à ce sujet. Malgré tout, les essais terrains ont pu montrer une guérison clinique, une amélioration de la croissance, en bref, un effet de l'antibiothérapie, bien que la guérison bactériologique ne puisse que rarement y être rapportée. Nous rappelons à cet effet qu'aucune bêta-lactamine, ni les pénicillines, ni les céphalosporines ne sont efficaces sur ces bactéries et que, de plus, ni les sulfamidés, ni l'érythromycine ne peuvent être employées car elle y est résistante naturellement.
Que nous reste-t-il comme mesure de contrôle? Il n'existe pas de vaccin. Pas encore. Et de plus, Mycoplasma bovis, bien qu'une toute petite bactérie, a des antigènes de surface qui varient énormément et excessivement rapidement, en générant par ce fait des échappements immunitaires. On peut tout de même espérer qu'un jour sorte un vaccin de type zootechnique, comme pour Mycoplasma idiopneumoniae en élevage de porcs à l'engraissement. En mesure offensive, il reste également l'usage des antibiotiques en prophylaxie, mais ceci, outre que nous sommes en dehors des bonnes pratiques et qu'à l'heure actuelle, ils ne sont plus défendables, ils sont d'un coût économique qui n'est pas du tout justifié et qui ne permet pas leur usage. Ainsi, il nous reste donc essentiellement des mesures de prophylaxie sanitaire et hygiénique. Pour bien les utiliser, il nous faut connaître les facteurs de risque spécifiques liés à Mycoplasma bovis. Un de ces facteurs est que l'introduction d'un animal séropositif pourrait favoriser la diffusion du germe au sein d'un lot. La séropositivité moyenne est faible chez les jeunes animaux, elle est de l'ordre de 2% chez les veaux de type laitier et de l'ordre de 4% chez les taurillons. Chez les taurillons, étant donné qu'il s'agit d'une séropositivité acquise et non pas d'origine maternelle, il est nécessaire de ne pas se focaliser sur les basses séropositivités, mais uniquement sur les animaux qui sont à des taux de séropositivité moyens à hauts de l'ordre de 2 à 3 croix. Il n'en reste pas moins que ces niveaux, que cette prévalence est extrêmement faible. Aussi, cette importance sera d'autant plus forte que les lots constitués seront de grande taille ou que les troupeaux seront importants. D'autres moyens de prévention sont de connaître les voies de contamination. Ainsi, il a été prouvé récemment que la voie orale était un mode d'introduction de Mycoplasma bovis chez les veaux important et totalement non négligeable. À partir des biberons partagés, à partir des distributeurs automatiques de lait, cette bactérie peut s'introduire dans l'organisme d'un veau. À l'achat d'un élevage naisseur, il peut également être contaminé par sa mère, par le biais du colostrum ou du lait provenant d'une mamelle infectée, d'un porteur à bas bruit ou d'un porteur sain. Bien évidemment, la voie nasale directement est la voie prioritaire chez les animaux adultes. En pratique, qu'allons-nous pouvoir faire? Eh bien, la connaissance de l'existence de biofilms nous permet de savoir qu'il faut impérativement faire du nettoyage avant la désinfection et se préoccuper des tétines et des biberons. Il existe d'ailleurs des distributeurs automatiques de lait à nettoyage automatique entre deux animaux. La faible prévalence de la séropositivité nous incite à constituer plutôt des lots de petite taille. Le fait de savoir qu'il y a persistance ou chronicité chez les animaux infectés nous conduit à mettre en place des lots séparés, des introductions en tout plein ou tout vide, et en tout cas d'isoler et de séparer les animaux qui auraient été préalablement atteints, de ne pas les mettre au contact des animaux nouvellement entrants. Dans les élevages naisseurs, il faudrait rechercher ces porteurs sains, les écarter, voire les éliminer. Il faut savoir tout de même que Mycoplasma bovis dans les mamelles des vaches peut être un peu masqué dans ces mamelles et que l'excrétion n'est absolument pas permanente. Il faudra donc dans un élevage infecté réitérer les prélèvements pour identifier la totalité des porteurs. Mycoplasma bovis est bien une bactérie importante dans les bronchopneumonies infectieuses en zootique des jeunes bovins. Bien qu'elle ne soit pas fréquente, elle est extrêmement contagieuse, elle diffuse très rapidement et très précocement, notamment dans les élevages en lot. Elle est persistante, ce qui fait qu'un animal infecté a de fortes chances de pouvoir transmettre l'infection à un autre animal. Aussi, il ne nous reste, en l'absence de vaccin, que des moyens de contrôle sanitaires ou hygiéniques qui sont lourds
et coûteux à mettre en œuvre pour l'éleveur. En espérant que tout ce que je viens de vous exposer vous convainc bien qu'il faut penser à Mycoplasma bovis dans les élevages atteints de bronchopneumonie infectieuse en zootique. Je ne suis pas souvent confronté à des problèmes respiratoires qui impliquent Mycoplasma bovis. Ceci dit, il existe des fermes pour lesquelles on rencontre cet agent pathogène et on a des gros soucis à s'en affranchir, puisqu'on ne possède pas de moyens de prévention et les traitements curatifs sont difficiles et le germe malgré tout reste dans l'élevage et on n'a pas de vraie solution à apporter à l'éleveur. Concernant Mycoplasma bovis dans l'expression clinique des maladies respiratoires bovines, la grande difficulté auquel les praticiens se trouvent confrontés sur le terrain est une difficulté diagnostique, puisqu'il est difficile en pratique de mettre réellement en évidence l'implication du mycoplasme, que ce soit par des tests courants de laboratoire ou autres. On a à mon avis, à une grande sous-évaluation de l'implication du mycoplasme dans l'expression clinique des maladies respiratoires. Je pense que les éleveurs n'ont pas du tout conscience de l'importance de cette bactérie. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins nous-mêmes vis-à-vis de nos clients éleveurs de bovins. Malgré tout, elle est présente et c'est vrai que dans des échecs de traitement, des échecs de vaccination ou des diagnostics par méthode de prélèvement et de PCR, on retrouve souvent cette bactérie. Donc effectivement, sa prévalence est certainement plus importante qu'on ne le pense. Concernant la perception des éleveurs sur l'implication de Mycoplasma bovis dans les maladies respiratoires, il me paraît, dans mon expérience personnelle, qu'ils ont peu conscience de l'implication du mycoplasme. Ils connaissent beaucoup plus les autres types de bactéries responsables de maladies respiratoires. Le mycoplasme reste pour eux, à mon avis, sous-évalué et peu connu, et donc, du coup, de ce fait, peu exploité. Je pense qu'il existe des facteurs favorisant les exploitations dites à mycoplasme, notamment l'achat régulier de broutards, la proximité entre des ateliers d'engraissement et la partie naisseur, qui est un peu la typographie classique des élevages qu'on rencontre dans ma région.